Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Maud Joseph, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne, avec qui nous avions déjà échangé une première fois en début d'année. J'avais donc envie de faire le point avec elle 6 mois après, alors que la guerre en Ukraine, comme vous le savez tous, se poursuit. À la tête de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne depuis septembre 2019, je rappelle que Maud Joseph a plus de 20 ans d'expérience en France et en Ukraine en communication, marketing et dans les médias. Et elle vit à Kiev depuis septembre 2013. Maud Joseph, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, comme je le disais, j'avais très envie d'avoir, après presque 6 mois depuis notre premier entretien, votre rendu de ce qui se passe, enfin en tout cas, comment vous vivez les événements. Alors d'abord, est-ce que votre vie est toujours entre Paris et Kiev? Oui, ma vie est toujours entre Paris et Kiev, comme j'ai trois enfants. Ma vie sera toujours entre Paris et Kiev jusqu'à la fin de la guerre. D'accord. Et donc, vous y allez combien de fois? Une fois par mois? Alors, ce qui a changé depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'est que maintenant j'y vais beaucoup plus régulièrement, au minimum une semaine par mois. En mai, j'ai profité des vacances scolaires pour y passer 3 semaines. Une fois 2 semaines, un peu plus tard. Après, je suis rentrée, je suis repartie ma semaine habituelle. Mes séjours en Ukraine se sont intensifiés et l'activité de la chambre de commerce a, a bien augmenté aussi. Alors, je suis ravi d'entendre que vous avez la possibilité de vous y rendre, mais quand, par exemple, il y a, je crois, 2, 3 semaines ou un mois, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a eu des bombardements, encore une fois, sur Kiev. Alors, quand ça se produit, est-ce que vous partez de toute façon, quand vous êtes à Paris, vers Kiev? Cela ne vous fait pas peur? Euh, je ne sais pas quoi répondre parce que la dernière fois que je suis revenue, alors fin mai, j'ai choisi de ne pas y retourner en juin parce que mai a été extrêmement difficile. Kiev a été bombardé toutes les nuits. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui me fait retourner à Kiev. Euh, il y a un côté le retour d'une énergie parce que être auprès des équipes, être avec les membres, ça me donne de l'énergie et ça me donne des idées pour continuer et l'envie de continuer parce qu'on a vu tous avec la période de confinement que travailler à distance ce n'est pas possible à long terme et que au bout d'un moment ça commence à devenir compliqué. Donc l'énergie que me procure le voyage en Ukraine me pousse à y retourner. Euh, Et puis, mais votre c'est vrai équipe est que là-bas. comment Votre équipe est là-bas, donc vous vous l'équipe est sentez là-bas, très... les membres sont là-bas. Toutes les entreprises françaises sont restées en Ukraine, donc elles sont toutes représentées. Euh, et je vais dire aussi, ma vie est là-bas. Aujourd'hui, je suis à Paris parce que j'ai trois enfants, mais ma vie est là-bas. Je l'ai construite pendant 10 ans. Une grande partie de mes amis sont là-bas. Certains se battent. Euh, je, 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 voilà, c'est extrêmement difficile d'y retourner. On met entre la dernière fois j'avais fait un record, j'ai mis 15 heures pour y aller, on met plus du tout entre 20 et 24 heures. Il y a 20 à 24 heures de voyage. Euh, donc Kiev c'est quelque chose qui se mérite. Euh, mais je ne sais pas, c'est dangereux, mais c'est un danger. On s'est aussi aperçu parce que c'est bombardé toutes les nuits, mais que le bouclier mis en place fonctionne. Donc c'est très bruyant parce que les batteries patriotes, quand elles fonctionnent, elles font quand même un peu de bruit. Et Euh, du bouclier c'est dangereux parce antimissile. que des débris peuvent tomber, euh, Oui, mais c'est pardon. un Moi, risque Joseph, calculé. pardon, excusez-moi, je vous coupe. Quand vous parlez du bouclier, c'est le bouclier antimissile, c'est ça? Oui, c'est ça. Mhm. Mhm.
Et alors, je me rappelle de ce que vous nous disiez en janvier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment je sens chez vous. Alors, vous étiez évidemment tout à fait décidé, hein, un an après le début du conflit, à faire votre travail en tant que directrice de la Chambre franco-ukrainienne. Et là, on sent, je dirais, une détermination et une émotion redoublée. Oui, parce que avec- alors on aurait fait cette interview la semaine dernière, je ne sais pas comment j'aurais été, mais depuis vendredi soir et samedi, ce qui s'est passé, on sent que alors c'est personnel et je ne sais pas comment le vit tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on approche du bout, euh, que euh, que la fin de la guerre peut aussi arriver de l'effondrement de la Russie et que peut-être ce qui s'est passé vendredi et samedi c'est une première étape et j'ai espoir de retourner vivre chez moi rapidement Oui, vous faites et que la référence vie à... reprenne en Ukraine. Oui, pardon. Comment? Excusez-moi. Oui, vous faites référence à ce qui s'est passé avec la milice Wagner, qui a tenté, en tout cas, de renverser le pouvoir du Kremlin. Bon, ça s'est pas passé exactement de cette façon-là, mais je suppose que pour vous, sur place, ça a dû être oui, vous l'avez ressenti comme un signe euh, quelque part positif, que les choses peuvent basculer d'un moment à l'autre Ouais, dans la bonne direction. oui. Enfin, dans la bonne direction, oui. Enfin, ça peut se terminer éventuellement. Et vous sentez ça, qu'on est on est peut-être à la veille d'une En trêve, tout en tout cas, cas oui. en tout cas, le mois de mai a été difficile. L'explosion du barrage a mis un vrai coup au moral à tout le monde parce qu'on s'est aperçu que les Russes étaient capables de tout. Euh, Le barrage à Kharkova, c'est ça? Kharkova. Pardon, Kharkova. Et donc, avec ce désastre qui a engendré l'explosion de ce barrage. Donc le moral, même le moral de ceux qui étaient quand même, je l'ai vu dans les équipes, même le moral de ceux qui avaient plutôt le moral, qui essayaient de prendre sur eux parce qu'ils ont quand même vécu les coupures d'électricité, les coupures de gaz, les coupures d'eau. Ils ont eu un hiver compliqué. Et ils ont vécu tout ça et ensuite il y a les bombardements toutes les nuits et tous les matins, on retourne travailler. Euh, donc, quand on parle de résilience, je comprends maintenant la signification du mot. Euh, Et moi, Joseph, et l'explosion du barrage, ça a mis un vrai coup au moral de tout le monde. alors avant de parler de la Chambre de commerce franco-ukrainienne, j'aimerais, si vous le savez, que vous nous parliez un petit peu du quotidien à Kiev. Je me posais la question ce matin, est-ce que précisément pour décompresser, et ça arrive souvent dans les contextes de conflit, il y a des fêtes, des bars qui sont ouverts jusqu'à tard le soir où les gens, malgré tout, veulent connaître un peu de vie nocturne et oublier. Est-ce que ça arrive? Alors, aujourd'hui, alors, au quotidien à Kiev, et on n'est pas sur la ligne de front, les Kieviens font comme si continuent à vivre. Ils vont le matin travailler, ils vont au restaurant, ils consomment, les magasins sont ouverts et les restaurants, certains restaurants, puisque j'ai écrit beaucoup sur les restaurants dans une activité autre et personnelle. Les restaurants continuent à travailler. Certains, il y en a des nouveaux. Euh, et depuis fin avril, je crois, il y a un couvre-feu à Kiev depuis le début de la guerre, qui était d'abord à 21h, puis qui est passé à 22h. Il est resté longtemps à 23h et depuis avril, il est passé à minuit. Donc ça permet au restaurant de travailler plus longtemps, au bar aussi. Donc oui, voilà, on continue à vivre, en tout cas à Kiev.
Et d'accord. l'idée, c'est de aussi montrer que si les soldats se battent, c'est pour que les autres puissent continuer à vivre aussi. Et Et vous disiez donc, je me rappelle lors de notre premier entretien, fin janvier, que les membres de de la chambre de commerce à Kiev, notamment les sociétés françaises, des PME, étaient comme vous, tout à fait déterminés à rester et qui voulaient continuer à travailler coûte que coûte. Est-ce que le moral est toujours au beau fixe malgré tout? comme je vous l'ai dit, le mois de mai a été difficile, suivi du mois de juin. Mais toutes les entreprises françaises sont toujours en Ukraine, continuent, ouvrent tous les matins. Rien n'a changé de ce côté-là. Avec la même détermination, tenir jusqu'à la fin de la guerre. Et vous me disiez que vous organisiez des réunions, je crois que dans des sortes enfin dans des sous-sols, des genres de bunkers, des réunions de la chambre. Oui, alors ça c'était la période hivernale où on était non seulement en sous-sol, mais surtout avec Starlink, générateur et tout ça. Maintenant, il n'y a plus de problème d'électricité. Donc on essaie au maximum de prendre de faire des événements normaux. Euh, en mai, on a quand même réussi à faire quelques événements dans des restaurants classiques, en essayant de faire en sorte en espérant à chaque fois qu'on pourrait le tenir. Tout peut changer au dernier moment. Euh, mais bon, voilà, là, nous organisons une soirée pour le 14 juillet, euh, dans l'idée de, de rappeler le partage des valeurs démocratiques de la France et de l'Ukraine. Et on le fait en sous-sol. Mais je sens par rapport à ce que enfin, je comprends, vous me direz si je me trompe, que par rapport au début d'année, en termes d'infrastructure, vous parlez des coupures d'électricité qui sont moins courantes, des restaurants, même des restaurants qui se créent. On sent une amélioration dans le quotidien de Kiev, malgré évidemment ponctuellement des bombardements en mai, comme vous le disiez, mais par C'est début d'année, ça c'est va mieux. aussi, c'est aussi lié à la météo. Les journées sont plus longues, il fait plus beau, donc déjà on a moins besoin d'électricité de chauffage. Mais bon, après, il y a plus de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que le printemps a redonné de l'espoir avec cette attente, en tout cas jusqu'en mai, d'une contre-offensive. Tout ça, ça donnait un certain espoir. Mhm. Et donc, oui, donc à Kiev, on l'attend cette contre-offensive. Elle Est-ce a que commencé maintenant. oui, oui, elle a commencé. Et est-ce que vous avez des informations autres que ce qu'on peut lire dans les médias de façon générale? Comme, comme a fait passer le ministère de la Défense. Mhm. Oui, d'accord. D'accord, très bien. Et donc là, vous êtes en ce moment à Paris. Quand vous êtes à Paris, comment vos journées s'organisent-elles? Vous êtes en lien avec Kiev surtout. Est-ce que vous en profitez pour eh bien, faire aussi votre vie parisienne et comment elle se découpe votre journée entre Paris et Kiev quand vous êtes à Paris? En fait, elle se découpe pas vraiment, mais depuis qu'on nous sommes à Paris, nous essayons d'organiser aussi des événements à Paris. La semaine dernière, il y avait Vivatech, le salon Viva Technologie à Paris, et avec la French Tech et la Chambre de commerce franco-ukrainienne, nous étions partenaires du stand d'Ukraine. Donc on a beaucoup aidé à l'organisation de délégation ukrainienne au stand de Viva Technologie. Nous en avons profité pour organiser une soirée side event pour que la tech ukrainienne rencontre la tech française. Euh,
Donc voilà, nous continuons. Enfin, en fait, on a la force des choses fait qu'on organise maintenant des événements à Paris. On est assez en contact avec les autorités aussi. On a beaucoup de rendez-vous. On travaille beaucoup avec la Chambre de commerce France Internationale et CCI France aussi. Donc voilà, on est plus intégré dans toutes les administrations françaises qu'auparavant. Euh, et on fait aussi avancer les choses. On participe à des forums, à des conférences sur la reconstruction, même si aujourd'hui, tant que la guerre n'est pas terminée, c'est difficile en France d'entendre parler de reconstruction. Donc je dirais plutôt que c'est une reconstruction humanitaire qui serait en soutien de la résilience ukrainienne parce que il faut les aider à tenir jusqu'à la fin de la guerre. Donc il y a encore un mois, je vous disais, je vous aurais dit, ça va être long, ça risque de durer encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu plus optimiste, mais il faut aider les Ukrainiens à tenir jusqu'au bout. Et donc, il y a déjà des étapes de reconstruction qui peuvent être faites. Et ça, c'est notre message aujourd'hui. C'est pour ça que nous participons par exemple vendredi à une table ronde sur la résilience économique des entreprises. Nous sommes invités aussi au Sénat en juillet pour parler de reconstruction. Donc voilà, nous profitons de notre présence en France pour faire passer certains messages. Mhm. Euh, Quand dans les discussions que vous pouvez avoir avec des Ukrainiens, notamment, on pense à l'après-guerre, euh, quels sont quel est le scénario le plus pessimiste, le scénario le plus optimiste, et comment, si on y réfléchit, comment pense-t-on aux relations russo-ukrainiennes? Est-ce qu'on arrive à les concevoir, ou alors est-ce que vous sentez véritablement une telle haine que on veut même pas en entendre parler? Alors aujourd'hui, je pense que nous avons fait une croix sur sur cette fameuse fraternité qui fait partie des éléments de langage de la propagande russe entre les Russes et les Ukrainiens. C'est aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et quelle est la plus grande crainte qu'on n'ose pas dire? Peut-être que vous n'allez pas me le dire d'ailleurs. Non, mais aujourd'hui, avec ce qui avec l'explosion du barrage, on se dit qu'ils sont capables de tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pire? Il y a la centrale de Zaporizhia, ils ont l'arme nucléaire, donc on peut s'attendre à tout. On a le sentiment que tout peut arriver, ouais. Mm. Et comment vous percevez la popularité du président Zelensky? Elle est Elle est toujours aussi forte. toujours aussi encore plus forte peut-être? Je ne sais pas si elle était déjà très forte, donc je ne sais pas si elle est encore plus forte, mais aujourd'hui, tout le monde est derrière le président Zelensky. Il fait quand même, c'est l'homme de la situation aujourd'hui. On peut pas. On a vu ce qui s'est passé le 24 février 2022. Volodymyr Zelensky est resté auprès de la population. Il n'est pas parti, il n'a pas fui. Et depuis, enfin, il n'a pas fait d'erreur. Hein. Mhm. Et donc il y a véritablement une communion d'opinions favorables autour de lui. Il y a pas de courant éventuellement un peu plus critique par rapport à telle ou telle action ou attitude. Non, non. C'est unanime, d'accord. Comment vous voyez comment vous allez vous organiser, vous projeter le, le second semestre de cette année si les choses, alors on va espérer que les choses ne restent pas en l'état et qu'elles vont évoluer de façon plus positive, mais est-ce que vous avez des projets particuliers, vous personnellement, et puis pour la chambre, je suppose que ça sera pour la rentrée ou peut-être cet été, je ne sais pas.
Je vais profiter de l'été pour passer un maximum de temps en Ukraine. La rentrée, c'est vrai que on a, avec ce qui nous arrive, on a du mal à se projeter. Alors au départ, c'était au-delà de la journée. Maintenant, on arrive à imaginer un mois de septembre. La France va avoir un nouvel ambassadeur en Ukraine à la rentrée, donc on va Ah, c'est devoir le faire cas. connaissance. Ah oui, d'accord. C'est le cas en Ukraine, d'accord. Mhm. Voilà. D'accord. Et ah oui, quand vous dites je vais passer, je vais essayer j'anticipais votre réponse. Je pensais que vous alliez me dire je vais profiter de cet été pour me reposer un petit peu en France et reprendre des forces. Non, vous êtes en train de me dire que c'est à Kiev comme vous le disiez, hein, que vous avez envie de reprendre des forces et c'est là-bas que vous habitez et c'est là-bas que voilà, vous sentez que vous avez un rôle à jouer. C'est très clair. Oui, c'est ça. Je ne vous cache pas, je vais quand même prendre des vacances, mais c'est difficile de profiter des vacances et de couper Hmm, aujourd'hui. d'accord. Eh bien, moi, Joseph, j'ai été ravi de vous avoir une nouvelle fois au micro du soir. Merci de votre témoignage qui est très précieux, et qui est tout à fait unique. Et pour les auditrices et auditeurs de cette émission, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois que nous échangerons si vous êtes d'accord. On échangera à la victoire. On échangera la victoire, oui, 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 avec grand plaisir. Merci, moi, Joseph. Bon courage et à très bientôt. Merci Laurent. À bientôt. Euh, Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur la page rfi.ro à partir de la semaine prochaine et sur la page Facebook de RFI, je crois, dès maintenant. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, week-end Blackout.